bonsoir. Alors, j'espère que vous voudrez bien m'excuser si parfois je vous semble maladroit, parce que c'est une première pour moi de parler comme ça devant une assemblée. Voilà. Donc, on m'a bien présenté. Ce soir, on est là pour le livre de Laurence, et donc consacré à Hergé. Et comme première question à Laurence, en fait, je me rends compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'ouvrages qui ont été consacrés à Hergé et à son personnage Tintin. Et donc, je voulais d'abord, en prélude, c'était demander à Laurence pourquoi avoir écrit un nouvel ouvrage. Qu'est-ce qu'elle comptait apporter de plus à ce qui avait été dit déjà à travers certains ouvrages. Eh bien, bonjour à tous, déjà pour commencer. Et puis, de toute façon, même si c'est une première, ça va très très bien se passer, parce que la première question est déjà bien pertinente. C'est vrai que quand on réfléchit à l'œuvre d'Hergé, on se dit il y a déjà beaucoup d'ouvrages qui existent, et même énormément sur la psychanalyse et la symbolique. Et pour ma part, je ne connaissais pas les albums de Tintin. Je les ai découverts il y a seulement 2 ans, et je les ai découverts en réaction à un Philosophie Magazine, un magazine donc hors série qui était consacré à Tintin. Et quand j'ai lu tout ce qui se disait, je trouvais qu'il y avait des pistes intéressantes, mais que ce n'était pas assez approfondi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas lire les albums? Donc j'ai réuni à ce moment-là la totalité des albums de Tintin. Je les ai lus en un été. Ça a été très long pour moi, parce qu'il y a énormément de choses dans les bulles. Il y a beaucoup d'écriture dans l'œuvre d'Hergé. Donc j'ai lu les 22 albums en un été. Et puis au terme de l'été, je les ai lus avec le défaut, on va dire, de la philosophie. Et j'ai découvert des petits indices posés par-ci par-là, qui n'avaient pas été abordés justement dans le Philosophie Magazine. Et je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'approfondir, de chercher, d'aller plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des indices philosophiques. Donc j'ai relu une 2e fois tous les albums. Et en même temps, j'ai lu, on va dire, une 60aine d'ouvrages sur Hergé pour me faire une idée du personnage et surtout pour lire ses correspondances. Parce qu'il parlait davantage de philosophie dans ses correspondances que dans tout ce qu'on pouvait l'entendre, puisqu'il n'en parlait pas vraiment officiellement dans les interviews en tout cas. Voilà, c'est comme ça que l'idée en gros est venue, ou en tout cas jamais dans mon esprit. D'accord, et alors en tant que philosophe, comment vous expliquez un peu l'engouement qu'il y a autour du personnage de Tintin, alors que bon, des personnages, cette année on fête d'ailleurs, bientôt on fête les 75 ans d'un personnage comme Spirou, enfin les personnages de Spirou et Fantasio. Et puis il y a Astérix qui est aussi qui fait partie, on va dire, des œuvres fondatrices de la bande dessinée. Pourquoi vous expliquez qu'on aille plutôt vers Hergé et Tintin plutôt que vers Goscinny, qui était également donc un homme d'esprit, ou même les auteurs de Spirou et Fantasio? Pour ma part, je prépare un autre ouvrage sur justement Astérix. Donc, je suis dans la recherche justement d'un cours de philosophie politique dissimulé dans l'œuvre d'Astérix. Et c'est vrai que j'ai davantage lu Astérix que Tintin, finalement. Tintin, pour moi, c'est une rencontre très très récente. Mais je crois que ce qui fascine chez Hergé, c'est justement le personnage, tout ce qui est autour de lui, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour d'Hergé. Cette année, on fête, entre guillemets, les 30 ans de sa disparition. Donc il y avait des choses qui s'y prêtaient. Et puis je crois aussi, quand j'ai découvert Tintin, au départ je me suis dit vers quoi je m'embarque en fait, qu'est-ce que je lis? Parce que j'avais l'impression que c'était une BD qui s'adressait aux garçons. Quand j'étais petite, moi je l'avais pas lu parce que j'étais une fille et je me retrouvais plus dans des choses différentes. Hein. Et puis je n'étais pas de cette génération, alors je ne veux pas donner l'impression que je suis jeune, alors que je ne suis pas nécessairement, mais je n'étais pas forcément de la génération où on offrait Tintin. C'est-à-dire que justement, mes premières BD, moi, c'était plutôt Astérix, par rapport à ma génération. Donc c'est vrai que j'ai découvert sur le tard, et en lisant, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de philosophique? Parce qu'effectivement, le personnage paraît lisse. Il paraît sans profondeur. D'ailleurs, il y a des polémiques. Moi, on me dit, mais enfin, quand même, pourquoi en faire un ouvrage de philo? Pourquoi vouloir donner peut-être un aspect philosophique à quelque chose qui n'en a pas? Justement, parce qu'en lisant, quand on voit qu'il y a une allusion à Calice, qui est Callisthène, donc le neveu d'Aristote, on ne peut pas nier la présence d'un nom de philosophe. Si Hergé l'a placé là, c'est qu'il avait ses raisons. Donc quand on est un peu philosophe, on cherche, et quand on cherche, eh bien on commence à tirer des fils d'une bobine, et puis on se rend compte que ce n'est pas un mètre de bobine de fil qui vient, mais carrément toute une pelote entière. Après, j'ai retrouvé des liens à Démocrite,
Ensuite, il cite plusieurs fois Confucius. Il y a des éléments qui renvoient à des tableaux et des panneaux même de l'histoire de la philosophie. Donc je me suis dit, il ne faut pas l'ignorer. Et peut-être il faut l'analyser pour donner davantage de profondeur à l'histoire. Et c'est vrai que ce qu'on pourrait reprocher peut-être à Hergé, et moi je trouve que c'est une qualité, c'est de ne pas avoir fait évoluer son personnage. Il ne l'a pas fait vieillir, il n'a pas transformé avec le temps, il ne lui a pas donné une épouse qu'il aurait attendue au retour de ses histoires ou de ses aventures en tant que reporter. Donc c'est quelqu'un qui est lisse, et c'est pour ça peut-être qu'il a cette notoriété aujourd'hui, qui fait que les gens questionnent encore cette bande dessinée, c'est que quel que soit l'âge qu'on a, on ouvre une bande dessinée de Tintin, on s'identifie au personnage, et parce qu'il est lisse, il est transparent, et on peut enfiler le personnage du Tintin. Et ça, je crois que c'est peut-être le talent d'Hergé, d'avoir réussi à faire ça. D'ailleurs, vous le soulignez, comme vous appuyez sur le fait que Tintin est un personnage sans passé. Oui. Et ce qui est surprenant d'ailleurs à propos de cette absence d'évolution du personnage de Tintin, c'est qu'en règle générale, quand on écrit un scénario de bande dessinée, ce qui est, et d'ailleurs je pense en général d'un roman, il faut que le personnage évolue. Il faut qu'en fonction des obstacles, de la manière de résoudre ces obstacles, le personnage apprenne des choses et évolue. On a l'impression que Tintin est, comme il est, parfait, pur, et que finalement, il évolue pas. Il évolue pas, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que par la suite Hergé a introduit des personnages, on va dire, avec plus de relief, tels que le capitaine Haddock. Je crois surtout que quand il a eu, d'ailleurs il l'a dit, hein, un jour il griffonnait sur un papier et le personnage de Tintin a émergé de la feuille, littéralement, avec une forme assez fine, comment dire, pas très détaillée finalement. Et puis immédiatement il dit que c'est Tintin lui-même qui a réclamé le personnage qui allait être Milou. Bon, alors déjà on comprend qu'il faut qu'il y ait un tandem. Et on ne peut pas donner, parce qu'il était encore... c'est là aussi où on a peut-être le défaut de vouloir vieillir tout le temps un personnage et lui donner ou projeter sur lui nos valeurs et nos vies. Mais je crois que l'avantage, c'est que Tintin est un scout, c'est un tout jeune homme, c'est le jeune homme qui a 16-17 ans, on va dire, dans les années 1929, donc il n'a pas la débrouillardise peut-être et la mentalité des jeunes gens qui aujourd'hui, au même âge, si vous voulez, paraissent beaucoup plus matures que peut-être ce personnage qui a l'air presque avec un visage d'enfant. On a tout dit d'ailleurs à propos de ce personnage. On a dit qu'il était peut-être homosexuel, on a dit qu'il était peut-être celui qui était misogyne, on a dit qu'il ressemblait, parce qu'il avait une houppette, à un style un peu d'un personnage un peu, on va dire, nazi mais presque. Enfin, on a dit beaucoup de choses, mais en réalité, il faut se projeter dans l'histoire. Hergé lui-même est tout jeune quand il crée ce personnage, il n'a même pas 18 ans. Quand il le crée, il est à ce moment-là avec une jeune femme qui s'appelle Marie-Lou et qu'il le surnomme Milou. Cette jeune femme partage sa vie, il veut l'épouser. Le père de la jeune femme refuse qu'il épouse parce qu'il dit que finalement être illustrateur c'est pas un métier, donc les fiançailles sont rompues. Suite à ça, il commence donc en créant un personnage avec un ami fidèle, un chien. Le chien, c'est le symbole de la fidélité, donc on voit que Milou est souvent d'ailleurs avec des parures presque féminines, avec un manteau rose, il a froid aux pattes, enfin bref, on peut lui trouver des postures. Il est bavard aussi, alors je ne sais pas si c'est typiquement féminin. D'ailleurs, beaucoup avancent l'idée que Milou pourrait être en fait une chienne. Oui, une femelle, exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'au départ, elle est prévenante, enfin, le chien est prévenant vis-à-vis de son maître, il l'accompagne partout, il est celui qui est protecteur, qui veille, parce que, par exemple, dans le premier album, Tintin chez les Soviets, on sait qu'à un moment donné, Tintin est en péril, on va dire, et donc, il allait glisser sur une peau de banane, et le chien, Milou, déplace la peau de banane pour que ce soit le méchant qui glisse dessus, et non pas Tintin. C'est presque gaguesque, c'est des blagues bon enfant, et on comprend finalement que Hergé, c'était le tout jeune homme et qu'il dessine de manière malhabile son premier dessin. C'est le premier tracé. Par contre, ce qui est peut-être très intéressant là-dedans, c'est que dans la première bande dessinée, que tout le monde conteste et que lui-même d'ailleurs finalement a mis un peu à distance en disant que c'est plus tard que finalement il a trouvé son trait, sa couleur, la densité des choses, en réalité, moi je trouve que dans le premier on trouve tout. Il y a déjà le personnage, il est débrouillard, il est déjà reporter, il a déjà un ami enfin ce chien qui va être avec lui, la critique des régimes soviétiques, et c'est ça. Donc on est déjà dans une critique du politique, tout ce qui est propagande. Donc je trouve qu'on a déjà un Hergé engagé qui commence, qui
qui a ses idées, et tous les albums de Tintin seront fidèles à ça. Et ça, c'est quand même extraordinaire, je trouve.